Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des classifieurs linéaires. Alors, pour bien cadrer le sujet, on est dans le cadre de l'analyse prédictive. C'est mon cours que je fais dans le module d'introduction à la data science. On est dans l'analyse prédictive, dans le classement même, pour être plus précis, c'est-à-dire que la variable cible est qualitative et les variables explicatives, voilà, sont quelconques. Alors, dans cette vidéo aussi, je vais me placer dans un cadre plus particulier encore pour mieux expliciter les choses. C'est que la variable cible sera binaire, voilà, pour mieux tracer les frontières dans l'espace de représentation, tout simplement. Et les variables explicatives sont quantitatives. Voilà, parce que faire un graphique avec les variables qualitatives comme explicatives, c'est un peu compliqué quand même. C'est possible, mais c'est moins pédagogique, on va dire. Voilà. Très bien. Alors, ce dont je parle ici, j'en parle très peu dans mon cours d'introduction parce que je me concentre d'abord sur les schémas. Quelle est la trame globale? Comment comprendre la trame globale? Quelles sont les étapes essentielles? Voilà. Et quand je suis après par la suite en master de data science, là, je vais dans le détail. Mais bon, comme on a l'occasion de communiquer via des vidéos, maintenant je me dis, c'est l'occasion pour moi de faire des choses supplémentaires pour que vous ayez une meilleure visibilité des choses, tout simplement. C'est ça l'idée. Alors, quand je crée un modèle prédictif en apprentissage supervisé, voilà, dans le classement, il y a deux éléments qui pèsent réellement. Déjà, c'est le système de représentation. Donc, on parle de biais inductif. Il faut regarder ça sur Internet. Inductif bias, c'est les éléments qui vont guider donc la modélisation, le processus de modélisation. Donc, il y a un premier élément, donc c'est le choix du système, le système de représentation. Alors, le format du modèle, si vous voulez. Il y a deux formats en particulier qu'on met en avant, qu'on distingue. Un, les classifieurs linéaires, qui vont s'exprimer sous la forme de combinaison linéaire des variables, et les classifieurs donc non linéaires. Voilà. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans l'espace de représentation, l'un fait des droites pour séparer, droite quand on est dans le plan, un plan quand on est dans 3 dimensions, un hyperplan au-delà. Voilà. Donc, si on est dans le plan qui fait des droites pour séparer les classes, voilà, frontières linéaires, du coup, on parle de classifieur linéaire, et l'autre fait des frontières, donc s'autorise à faire des frontières donc non linéaires. Alors, on serait tenté de dire, mais qui peut le plus, peut le moins. Pourquoi s'embêter avec des classifieurs linéaires si les non linéaires peuvent faire de toute manière du linéaire? Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, il y a un premier avantage du classifieur linéaire, c'est qu'il est lisible. Si les variables sont exprimées dans les mêmes unités, quand on a une combinaison linéaire variable, les valeurs des coefficients et les signes de coefficients donnent une idée de la causalité. Causalité entre guillemets, pour vraiment voir si c'est une causalité, on a besoin aussi de l'interprétation métier. Voilà. Mais de voir le sens de la relation entre les explicatives et puis la variable cible. Les valeurs des coefficients, voilà, son importance en valeur absolue, si les variables sont exprimées dans les mêmes unités, et le signe du coefficient. Voilà. Cette lisibilité-là, on ne l'a pas toujours sur les modèles non linéaires. Donc ça déjà, sauf peut-être sur les modèles à base de règles, mais sur les autres modèles, voir le rôle des variables, c'est là qu'on a les outils comme variable importance, justement. Voilà. Donc voir le rôle des variables, il est très facile dans les modèles linéaires. Il y a un deuxième avantage également, qui est plus lié à la performance cette fois-ci, c'est que les modèles linéaires sont plus robustes, ils sont moins sensibles au surapprentissage, ils sont moins sensibles aux données d'apprentissage. Et ça, c'est un avantage quand on travaille sur des grandes dimensions, mais travailler sur des classifieurs qui régularisent mieux, voilà c'est quand même, ça peut être un avantage. Mais là, typiquement, le mieux, c'est d'essayer. Le mieux d'essayer, c'est de comparer les performances tout simplement. Mais voilà, donc les modèles linéaires ne sont pas jetés à la poubelle directe parce qu'ils font moins bien que les non linéaires de toute manière. C'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur. Voilà. Les modèles linéaires sont très intéressants pour les deux raisons que j'ai explicitées ici. Donc c'est l'interprétation, et deux, le fait qu'ils sont donc moins sensibles à l'échantillon d'apprentissage, plus robustes généralement. Voilà. Très bien, donc moins sensibles au surapprentissage. Ça, c'est un premier point de vue. Une fois qu'on a choisi, je montre très rapidement, ce qu'on va essayer de voir ici, donc, c'est qu'on est dans le plan, on va se placer uniquement avec le cas où on a deux variables explicatives, et dans cet espace qui est défini par deux variables explicatives, on est dans le plan, donc la frontière qui séparera les classes s'exprimera sous la forme d'une droite. Voilà. Alors, pour bien voir ça, on va voir un petit exemple que j'ai préparé à votre attention, justement. Voilà, c'est les données comme ceci. Donc là, j'ai généré des données donc artificielles à la main, si vous voulez. Voilà, j'ai la variable cible Y qui prend deux valeurs possibles, les positifs et négatifs, comme d'habitude, une variable cible binaire, donc, voilà, et qualitative. Et là, on a donc deux espaces de décret, enfin, donc deux variables explicatives, x1 et x2. Et avec les différentes valeurs. Donc on a 12 individus en tout, on a 6 positifs et 6 négatifs.
Voilà, quand je les passe dans le plan, un graphique plan, là c'est très facile parce qu'on n'a que deux variables, hein. Donc quand je les passe dans le plan, voilà là, donc la disposition des points. Alors c'est très intéressant parce que pourquoi? Parce que donc l'idée c'est que pour séparer les points bleus des points violets, violet clair, voilà, on va essayer de tracer une droite. Voilà. Mais comment tracer la droite? C'est ça le problème. Parce que on peut, ça c'est une droite possible, voilà, elle peut se plutôt par là, ça aussi c'est une droite possible, voilà. Et quoi qu'il en soit, avec une droite, il y aura toujours au moins un individu mal classé. C'est cet individu-là. Hein, voilà. Avec un modèle non linéaire, on pourrait trouver une solution, justement. On pourrait faire une sorte de parabole ici évasée, voilà, voilà, pour les séparer. Voilà. Donc, on se place dans un cadre particulier, c'est les modèles linéaires, il va tracer une droite pour séparer ces points-là. Voilà, donc, il y a un premier point important, c'est le système de représentation. On va tracer une droite. Maintenant, la deuxième question, c'est comment on va trouver la droite, hein? Comment on va trouver la droite? Elle peut être par là, elle peut être par là, ainsi de suite. Il y a une infinité de droites possibles là. Donc, il y a un deuxième point qui est très important dans l'apprentissage, justement, et dans le processus de modélisation, c'est que comment je vais estimer donc les paramètres de l'équation. Voilà. Comment je vais, en disposant d'un échantillon de données, voilà, des données qui sont là, des données d'entraînement, comment je vais estimer ces paramètres-là. Hein. Donc, c'est le mode d'apprentissage. C'est le mode d'apprentissage de ces paramètres-là. Hein. Comment je calcule le A pour mettre un chapeau en statistique, comme souvent des chapeaux pour dire c'est un estimateur. Voilà, A chapeau, B chapeau et C chapeau. Alors ben là, généralement, il y a beaucoup de méthodes. Voilà, dans les classifieurs linéaires, justement, il y en a toute une série, là, hein, je montre ici. Quand j'avais fait ce tuto-là, donc j'avais fait un tuto là-dessus il y a quelques années, mais finalement, en vidéo, c'est bien, et surtout, je n'avais pas fait en Python à l'époque. J'avais fait sur d'autres logiciels. Voilà, quel logiciel j'avais utilisé? J'avais utilisé R principalement, mais aussi Tanagra, Nime, Orange, RapidMiner et Weka. Et aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais le mettre à jour, mais plutôt que de mettre à jour directement dans le texte, je dis, je le mets à jour sous forme de je vais le mettre à jour en vidéo en utilisant Python cette fois-ci. Donc là, j'avais utilisé une série de modèles. Le Bayésien naïf, qui est un modèle linéaire, en réalité, si on regarde bien. Hein. Voilà, l'analyse discriminante, la régression logistique, le perceptron simple sans couche cachée, voilà, et les SVM linéaires, un noyau linéaire. Voilà. Très bien. Donc, la question, c'est comment on va estimer donc, ces paramètres-là. C'est ce que je montre ici. Voilà. Alors, donc, c'est le mode d'apprentissage, si vous voulez. Hein, donc, c'est l'algorithme d'apprentissage. En fait, dans cet aspect-là, il y a souvent deux éléments qui se mêlent. Dans cette partie où comment je vais estimer les paramètres maintenant de la droite de séparation. Hein. Il y en a un, c'est quel critère je vais utiliser. Donc, ça peut être maximum de vraisemblance, ça peut être la maximisation de la marge. Une fois qu'on a défini donc, le critère optimisé, le deuxième point important, c'est l'algorithme d'optimisation. Est-ce que, par exemple, si je parle de la régression logistique, on a d'un côté Fisher scoring et de l'autre côté, on a la descente de gradient. Hein. Donc, c'est deux algorithmes différents qui sont censés faire la même chose, c'est-à-dire au final obtenir donc les estimations, donc à partir de données, les estimations des coefficients de la droite de séparation si on est dans le plan. C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Donc, dans cet exemple-ci, donc je vais revenir, on va se placer sur ces données-là. Voilà. Et on va essayer de trouver quelles sont les différentes droites possibles en testant quatre algorithmes en fait. Un premier algorithme, c'est l'analyse discriminante. Un deuxième algorithme, c'est la régression logistique. Un troisième algorithme, c'est les SVM linéaires, mais avec un coefficient de pénalité qu'on va fixer à une première valeur. Et un quatrième algorithme, on reprend le SVM linéaire, mais on fixe différemment donc, le coefficient de pénalité pour être plus sensible à l'échantillon d'apprentissage. On verra ça justement. Et ça, c'est très important. Je dis souvent, hein, je vous le dis très souvent, hein, attention, les algorithmes de machine learning sont paramétrés. Et ces paramètres-là jouent sur le comportement de l'algorithme. Donc, c'est à nous de voir ce qui se passe en lisant la documentation. Hein. C'est ce que j'essaie de mettre ici. Pour la régression logistique, vous avez vu, il y a toute une flopée de paramètres et ça joue sur le comportement. Si je prends ici les SVM, il y en a également. Alors, donc, la discriminante, il n'y en a pas habituellement dans la plupart des logiciels, mais dans scikit-learn, il y a aussi des paramètres différents. Hein, voilà. Donc, c'est très important ça. C'est très important de bien voir que une fois qu'on a fixé donc le format de représentation du modèle, la forme de la fonction f de liaison entre les explicatives et la cible, une fois que cette fonction est fixée, donc on prend des combinaisons linéaires, il y a un deuxième aspect important, c'est l'algorithme d'optimisation. Qu'est-ce qu'on optimise et comment on va l'optimiser, hein. C'est l'algorithme pour chercher les estimations des coefficients. Très bien. Alors, l'idée, donc, c'est qu'on va travailler sur ces données-là. On va travailler sur ces données-là et on va voir comment on trace la courbe qui est là
quelles différentes courbes on va avoir selon les algorithmes. Alors, je vais le faire en Python, et donc j'ai lancé un Jupyter Notebook. Voilà, je suis dans Jupyter Notebook là, et je vais lancer un nouveau projet. Bien sûr, le code, je l'ai préparé déjà, mais c'est toujours mieux si je monte devant vous. Donc voilà, et dans un premier temps, je charge les données. Je vais fermer le fichier Excel parce que des fois, il verrouille les fichiers, je ne sais pas ce qui se passe. Là, au moins, je suis tranquille. Donc, première étape, je charge les données. Voilà. Tac. Et je vérifie que tout va bien. Effectivement, on a bien chargé les données. Alors, deuxième étape, je vais faire un petit graphique là pour vérifier la conformation des points dans le plan, dans l'espace de représentation, le même graphique qu'on avait vu sur Excel tout à l'heure. Voilà, donc tac, voilà, j'exécute, voilà, et voilà le graphique en question. Je mets un peu plus petit, comme ça on voit mieux les choses de manière globale. Très bien. Donc l'idée, c'est de tracer une droite, sachant que forcément, il y aura une erreur. C'est ce point magenta là qui est isolé au milieu des points bleus. Hein, on ne pourra pas trouver une droite là. Une combinaison de deux droites, un perceptron multicouche le ferait. Hein. Il y aurait une première droite qui serait par là et une deuxième droite qui serait par là. Voilà. Un perceptron multicouche qui est non linéaire, hein, c'est une série de droites qui sont imbriquées et le modèle global, il est non linéaire. Là, il le ferait. Mais un modèle purement linéaire, voilà, avec une seule droite, aller trouver une seule droite pour séparer parfaitement les bleus des magentas, c'est pas possible. Alors bon, très rapidement quand même, hein, je montre un peu le code pour, donc, parce que je suis allé vite, mais maintenant vous maîtrisez ça. Hein. Voilà, j'ai changé de répertoire, j'ai chargé ici la librairie Panda pour charger le fichier Excel et les données sont dans la première feuille. Voilà, j'ai un fichier. Ensuite, ici, tout simplement, j'ai importé donc la librairie Matplotlib. J'ai fait des tutos là-dessus, hein, ils sont en ligne, même en vidéo. Voilà, j'ai défini ici les dimensions du graphique, les limites en X et en Y, en abscissant l'ordonnée. Ensuite, j'ai dessiné un premier scatter plot, si vous voulez, des points qui sont donc de la classe positive, et un deuxième scatter plot, des points de la classe négative dans le même graphique. Hein, et après, j'ai rajouté les légendes qu'on voit ici en bas. Voilà. Et je shot tout ça. Voilà ce qui se passe. Alors, allons-y, l'analyse discriminante. Donc, je lance l'analyse discriminante. Voilà. Alors, l'analyse discriminante, hein, voilà, je charge ici la classe de calcul qui est dans la librairie scikit-learn. Voilà. Je l'instancie avec les paramètres par défaut et je lance les calculs. Alors, une fois que les calculs sont lancés, voilà, il ne dit rien, mais il l'a fait. Hein, c'est très bien. Donc, normalement, comme c'est un classifieur linéaire, on doit avoir les coefficients. On doit avoir ces fameux coefficients-là. On doit avoir ce fameux A, B et C. Hein, voilà. Le C, il faut qu'il y soit aussi. Hein, sinon, ça veut dire que ça passerait tout le temps par l'origine. Et non, c'est pas vrai. Hein. Alors là également, c'est très simple. Avec scikit-learn, il y a une propriété. Quand on a des modèles linéaires, il y a une propriété kernel. Voilà. Et voilà. Et donc, on a les coefficients ici. Ça, c'est le coefficient de la première variable, c'est le A, donc moins 20,38, c'est le A. Et le B, c'est 15,77. Voilà. Mais il n'y a pas la constante. Donc, la constante, là, je vais la mettre ici. Voilà. OK. Paf. C'est bon. Voilà, le fameux C. Très bien. Donc, on a l'équation ici implicite de la frontière. Hein. Ça, A, B et C, on a bien ces éléments-là. Alors, ce qui serait intéressant, c'est tout l'intérêt de travailler avec des outils qui permettent de faire des graphiques performants, c'est gros l'intérêt de Python et de R, ça typiquement, c'est que je vais essayer de tracer la frontière dans l'espace de représentation. Hein. J'ai lancé l'analyse discriminante, il a dessiné une frontière linéaire pour séparer les classes, il y a au moins une erreur, on avait dit, mais peut-être qu'il s'est gaufré aussi, on ne sait pas ça. Hein, mais on va essayer de vérifier ça. Voilà, on pourrait faire une matrice de confusion. Je suis prédit sur l'échantillon d'apprentissage, je fais la matrice de confusion et je regarde s'il y a une erreur ou bien s'il y a plusieurs erreurs. Hein. Voilà, mais normalement, il devrait trouver la droite qui est par là et du coup, celui-là serait là, donc la seule erreur. Bah, regardons. Donc, je refais le graphique ici, voilà, et j'explique comment j'ai fait. Tac. Donc, je mets le code d'abord et allons dans l'idée. Bon, mon idée est relativement simple. Tout simplement, voilà, je prends 2 points dans le plan et je regarde donc la valeur sur la deuxième variable. Donc, si je fixe x1 égale à 0, la valeur de x2, c'est moins c sur a. C'est très facile, hein, on est d'accord là-dessus. Et si je fixe x2 égale à 1, donc la valeur de x1, ce serait moins c moins b sur a. Voilà, donc c'est ça que je vais utiliser comme principe ici, voilà, pour calculer les coordonnées de la droite tout simplement. Avec 2 points, je trace une ligne entre ces 2 points-là. Hein.
quand x1 est égal à 0, voilà, on est au bout de l'abscisse à gauche, et quand x2 égale à 1, en l'ordonnée, on est tout en haut là-bas. Allons-y alors, c'est ce que je fais ici, c'est ce que j'ai appliqué ici. Voilà, ici l'idée, j'ai récupéré les coefficients et ici la constante, voilà, pour rajouter dans mon graphique ici la frontière qui est définie par la discriminante linéaire. Alors, on voit bien que là, c'est une matrice. C'est pour ça qu'il y a un double crochet de 0, ensuite de 1. Parce que là, c'est une matrice en réalité. Hein. Voilà. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il y a crochet d'abord 0 pour accéder à ce vecteur-là. Là, et ensuite crochet de 1 pour accéder au 15. Voilà. Et 0, 0 pour accéder à ce vecteur-là. Et le deuxième 0, le premier 0, c'est le vecteur. Et le deuxième 0, c'est le coefficient qui est là. Voilà. Très bien, allons-y. Hein. Exécutons. Voilà, il a fait... Bon, c'est pas grave, il m'a fait un petit machin, mais bon, il a tracé le graphique, c'est ce que je veux avant tout. C'est marrant, j'ai préparé dans Spider, il ne m'avait pas tout ce fourbi là. Mais bon, là, ça marche, c'est plus important. Très bien, donc on a fait ici la frontière. Donc on voit que la discriminante ici, elle trace la frontière comme ceci. On se dit, oulala, quand même, problème. Mais oui, mais problème. Lui, il a un biais inductif, il a une méthode en réalité. Hein. Il a considéré que les nuages de points sont gaussiens, plus ou moins vrais, qui sont de même format. Là, c'est pas vrai du tout. On voit que c'est pas totalement vrai. Hein. Là, ils sont pas du tout de même format. Lui est plus petit, lui est plus évasé. Ils n'ont pas à peu près la même direction. On est d'accord là-dessus. Et donc, il a construit la droite avec ces deux présupposés-là. Voilà. Et donc, il aboutit à cette droite-là. Donc, on voit bien, c'est que une fois que le système de représentation est fixé, après, il y a un algorithme qui va chercher les équations, donc les coefficients des équations. Et ces algorithmes-là ont leurs propres présupposés, et du coup, ils tracent leur droite qui, nous, visuellement, ne paraissent pas, c'est pas très terrible, mais c'est un aspect calculatoire. Alors, dans le plan, là, il a des avantages. Nous, on a une vision périphérique, une vision locale qui est très performante, donc on voit donc la disposition des choses. Mais lui, il l'a fait par le calcul. Et lui, il va marcher si on est à plus de 2 dimensions. Si on a 20 dimensions, va tracer dans ta tête ton hyperplan, là. Je ne connais pas des gens qui arrivent à le faire comme ça. Hein. Voilà. Alors qu'en revanche, lui, quand on est à 20 dimensions, il te fait la droite comme il faut l'hyperplan. Donc, l'équation de l'hyperplan, il te l'a fait sans problème par le calcul. Voilà. Mais on voit quand même qu'effectivement, c'est un problème difficile en réalité et que les algorithmes ont des présupposés. Voilà, qui les amènent à trouver parmi les ensembles de solutions possibles, parce qu'il y avait plein de solutions possibles. Hein. Voilà, une solution. Hein. Parmi les différentes solutions possibles, il vous sort une solution. Très bien. Alors, on se dit, qu'est-ce qui se passe alors si je prends la régression logistique? Allons-y. La régression logistique aussi, c'est un classifieur linéaire, parce que ça, je connais suffisamment certaines personnes qui disent, la régression logistique, c'est la régression non linéaire. Oui, la fonction de transfert est non linéaire, mais dans l'espace de représentation, il définit une frontière qui est linéaire. C'est en cela qu'on dit que c'est un classifieur linéaire. La régression logistique est un classifieur linéaire. Hein. Très important là-dessus, parce que j'en connais qui sont un peu... Voilà. Très bien, j'en dis pas plus. Donc, allons-y alors. Voilà, hop là. Donc, j'affiche directement les coefficients et l'intercept. Voilà, donc les coefficients, ils sont là, ils sont différents de la discriminante. Hein. Oui, parce qu'il a un système d'apprentissage, il a un algorithme d'apprentissage différent, il n'optimise pas la même chose et il l'optimise différemment. Et pour le coup, même dans la régression logistique de scikit-learn, il utilise un algorithme encore qui est différent de ce qu'on trouverait dans R, par exemple. GLM de R, il utilise un Fisher scoring, Newton-Raphson en fait. Voilà, enfin, Fisher scoring plutôt. Voilà, alors que là, c'est une descente de gradient. Hein, c'est une descente de gradient qui est utilisée. Hein. Donc, avec déjà une forme de régularisation par défaut. On peut voir dans les paramètres ici la pénalité qui est là, et là, voilà. Donc on voit bien que, voilà, il faut absolument lire la documentation. Qu'est-ce qu'il nous a fait alors? Il nous a fait les coefficients, là, il a fait les coefficients, et l'intercept est là. Pour voir ça, le plus simple, c'est de tracer de nouveau la frontière. Donc je reprends ça, voilà, et je relance. Tac, voilà, bon, on ne lit plus le truc rouge, je ne sais pas pourquoi il me fait les embrouilles là. Voilà. Très bien. Et donc on le voit ici. On le voit que, lui, avec les paramètres par défaut, hein, il fait une droite de représentation que j'ai mis en rouge ici, et il le met, et lui, le coup, il fait 2 erreurs ici. Il fait 2 erreurs.
le violet là, le magenta, il est parmi les bleus, voilà. Et le bleu, il y a un bleu qui est mis parmi les violets. Et donc, si on fait la matrice de confusion sur l'échantillon d'apprentissage, on a deux erreurs ici. Un individu qui est classé de mauvais côté là, et un individu positif qui est classé chez négatif, un individu négatif qui est classé chez positif. Voilà. Donc, c'est là que la manipulation des paramètres est très importante. Voilà. Parce que, voilà, j'ai un système de représentation, j'ai un même algorithme, mais avec une série de paramètres à fixer, et on a des solutions différentes. Vous voyez bien, hein, l'indiscriminante, il a trouvé cette solution-là, et la régression logistique a trouvé cette solution-là. Alors, on n'allait pas conclure tout de suite que l'indiscriminante, c'est mieux que la régression logistique. Hein. Voilà. Ça montre tout simplement que ils n'ont pas la même fonction objectif, ils n'optimisent pas la même chose, et les algorithmes sous-jacents ne sont pas les mêmes aussi. Donc l'algorithme d'optimisation du critère, ils n'ont pas les mêmes critères à optimiser, et l'algorithme d'optimisation du critère ne sont différents également. Et ça peut aboutir, et ça aboutit justement à un même système de représentation, avec le même système de représentation, à des solutions différentes, à des estimations différentes des coefficients. C'est ce qu'on voit là, et c'est ce qu'on voit là. Alors, c'est là que les paramètres jouent. Hein, les valeurs des paramètres, il faut lire la documentation, regarder les paramètres et comment ils jouent. Je ne vais pas le faire ici parce que je vais le faire avec les SVM. Les SVM, en fait, il y a aussi des SVM avec des noyaux linéaires. Et si on a des SVM avec des noyaux linéaires, avec un noyau linéaire, on peut avoir les coefficients de la fonction frontière. Hein, on peut avoir les coefficients de la combinaison linéaire des variables. Donc, c'est très important. Parce que souvent, dans les SVM, dans les logiciels, on a au mieux la liste des points supports avec les pondérations, et c'est tout. Mais non, non, non. Si on a un noyau linéaire, on peut même obtenir, on peut recalculer derrière les coefficients de la frontière linéaire, hein, du plan, l'hyperplan, ainsi de suite. Hein. Alors, allons-y alors. Ça, c'est très bien fait dans Scikit-learn. J'apprécie beaucoup cette librairie-là. Elle est vraiment très intéressante parce qu'elle correspond beaucoup à ce qui est écrit dans la littérature, tout simplement. Voilà. Et voilà. Et donc, je vois bien, hein, vous avez bien vu, hein, là, j'ai défini une fonction noyau linéaire. Donc, j'ai importé la librairie ici, là, la classe de calcul. Et le coefficient de pénalité, je l'ai fixé à 1. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est le premier paramètre, voilà, c'est support vecteur, et le premier paramètre, c'est le paramètre de régularisation. Bon, je ne vais pas lire en anglais, mais ce qu'il faut savoir simplement, c'est que plus j'augmente la valeur du paramètre, plus je colle aux données d'apprentissage, au risque de surapprendre. Plus je baisse ce paramètre, plus je lisse les données d'apprentissage, mais avec un danger de faire un sous-apprentissage. Et voilà, il va trouver la bonne valeur avec ça. On va voir que là, ça peut être très intéressant. Donc, avec le paramètre 1 par défaut, qui est donné par défaut, je skim par défaut, j'utilise le paramètre par défaut. On m'a dit 1, je fais 1, ok, voilà, je lance et j'ai ces coefficients-là. Voyons ce que ça donne dans le plan. Donc, je le fais, tac, voilà, tac, tac, je run. Et voilà, il se gaufre comme la régression logistique ici. Voilà. Très bien. Donc, on voit, hein, je l'ai mis en vert là, voilà, il trace comme ça, et de nouveau, on a deux erreurs. Voilà, donc, il a choisi au mauvais endroit. Hein, et on a le positif, on a le négatif parmi les positifs, et le positif bleu parmi les négatifs. Voilà, très bien. Donc, je me dis, il faut qu'il apprenne mieux des données d'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut que les erreurs effectuées sur l'échantillon d'apprentissage coûtent plus. C'est-à-dire que je sois moins régularisé. Voilà. Donc, je vais augmenter la valeur de C pour que mon algorithme tienne plus compte de l'échantillon d'apprentissage. On se dit, mais c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Mais non, en fait. Hein. Dans ce cadre-ci, je vais le faire et ça va améliorer. Mais ce n'est pas une règle générale, en réalité. Si vous collez trop à l'échantillon d'apprentissage, on est susceptible d'apprendre le bruit qu'il y a dans l'apprentissage et de faire du surapprentissage. Donc, c'est pas, on augmente tout le temps parce que ce sera toujours mieux. Non, c'est pas vrai en fait. Hein. On augmente, dans le cadre ici, ça va mieux apprendre sur les données d'apprentissage, voilà, mais il y a un danger de s'effondrer en généralisation parce qu'on fait du surapprentissage. Ça, c'est vraiment très important hein, parce que je vois déjà, oh là là, Rico, il a dit qu'il faut augmenter le C, ça va mieux apprendre, et on voit dans l'exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais en général, c'est un tournevis, le coup C, et c'est à nous de savoir le tourner. Jusqu'à quel point le tourner, personne ne peut le savoir, ça. Il faut tout simplement faire des tests, justement. C'est là que les grilles de recherche sont très importantes, justement. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le C, là, si je l'augmente, je veux mieux coller sur l'échantillon d'apprentissage. Et donc, il y a cette erreur-là, il va mieux la prendre en compte, cette erreur-là. Il va mieux la pénaliser et du coup, il va redresser la droite pour mieux compte de cet élément-là. Voilà.
Et donc, on devrait avoir quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a avec l'indiscriminante ici. J'imagine, hein, j'imagine. Et en fait, on va faire mieux que ça. Je vais vraiment le fortement pénaliser. J'ai fait quelques tests avant de commencer. Hein. Je propose, oui, je ne connais pas la bonne valeur, donc j'ai fait quelques valeurs, j'ai mis 10 d'abord, et finalement, j'ai décidé de mettre 500, 10, 100, 500. Voilà, j'ai décidé de mettre 500. Donc, c'est exactement le même ici, on est bien d'accord. Hein, voilà, la seule chose qui change, c'est le paramètre de coût ici. Et le fait d'avoir ici, le fait de l'avoir augmenté, ça veut dire que je tiens mieux compte de l'information, en fait, de l'échantillon d'apprentissage. Voilà. Et encore une fois, hein, ok, c'est très bien, mais attention, si on tient trop compte de l'échantillon d'apprentissage, on peut ingérer le bruit et faire du surapprentissage. Hein. Voilà. Dans mon exemple-ci, j'augmente le C à 500 pour que cette erreur-là coûte plus, coûte beaucoup en réalité. Voilà, donc tout le reste, c'est pareil. Hein. Voilà, tout le reste, c'est pareil. Voilà, je fais fit. Alors, dans le fit, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant. Là, c'est la colonne des X, voilà, avec X1 et X2. Et là, c'est les colonnes des X. C'est une matrice, en fait, ça, si vous voulez, avec X1 et X2. Ça, c'est les variables X, les explicatives. Et la variable expliquée ici, c'est le vecteur de Y. Effectivement, je ne l'avais pas expliqué tout à l'heure, j'en profite pour expliquer ici. Très bien, une fois que c'est fait ça, voilà, donc on a ces nouveaux coefficients-là. Regardons ce qui se passe, je fais le graphique ici. Voilà, je copie ça et je colle là, et regardons ce que ça donne. Exécuter, paf, on voit très bien que ça marche mieux, on est bien d'accord. Hein. Et voilà, donc pourquoi? Parce que en augmentant le C, j'ai plus pénalisé l'erreur. Hein. J'ai fortement donc pénalisé l'erreur sur l'échantillon d'apprentissage. Hein. Pour le savoir si c'est valable dans la population, il faut utiliser l'échantillon test qui vous dira si vous l'avez fait à bon escient ou pas. Hein. Mais en tout cas, ça pénalise plus l'erreur sur l'échantillon d'apprentissage et donc il a redressé la droite. Hein. Elle était par là au départ, voilà, et comme je pénalise plus l'erreur, il a essayé de trouver une droite où il y a moins d'erreurs. Et donc, le point bleu est passé de l'autre côté de la frontière. Voilà, il est passé de l'autre côté de la frontière. Et là, j'ai une solution qui, visuellement, en tout cas, paraît pas trop mal. Paraît pas trop mal du tout. Voilà. On voit bien ce qui se passe ici. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Je voulais dire que, en fait, donc, il y a différentes choses dans l'apprentissage supervisé. Il y a déjà le système de représentation. Pour simplifier, voilà, il y a linéaire versus non linéaire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait le choix du système de représentation, voilà, une fois qu'on a fait ce choix-là, il y a le choix de l'algorithme d'apprentissage, hein, de comment je vais calculer les coefficients. Si on est dans le cadre linéaire, comment je vais calculer ces coefficients-là. Souvent, ces éléments-là, cette étape-là se résume à quels critères je vais optimiser et comment je vais optimiser le critère. Hein, avec quel algorithme je vais utiliser pour optimiser ce critère-là. Hein. Et bon, il y a des critères qu'on avait vus. Hein. Là, donc c'est basé sur la marge. Hein, donc c'est le maximum de la marge qui est utilisé pour les SVM. Pour la régression logistique, c'est un maximum de vraisemblance qui est utilisé, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, je récapitule et je mets les différentes frontières. Ça fait un graphique assez sympathique quand même, et ça dit quand même énormément sur la problématique de machine learning hein, dans l'analyse prédictive. Voilà, j'ai mes 3 frontières. On voit bien hein, que la LDA, voilà, elle était par là, mais la LDA, elle n'est pas trop paramétrable, donc c'est comme ça et ça ne changera pas. Voilà, très bien, donc on peut discuter hein, finalement. Voilà, la régression logistique avec les paramètres par défaut, hein, et les SVM avec donc linéaire avec le coût par défaut qui est défini dans la documentation. Bon, elles se ressemblent à peu près ici, on voit bien. Hein, c'est la verte et la rouge qui sont là. Voilà. Et du coup, elles font 2 erreurs, celui-là et celui-là. Et sur le SVM linéaire, j'ai modifié le paramètre de coût, je l'ai augmenté pour qu'il tienne plus compte des erreurs sur l'échantillon d'apprentissage. Et du coup, il a redressé la barre, vous avez vu, hein, il l'a fait pivoter et il l'a descendu. Et on a une solution qui visuellement semble la plus intéressante en tous les cas. Mais encore une fois, hein, on est dans le plan, c'est un problème très facile. Quand on est à plusieurs dimensions, non, on ne peut pas visualiser, c'est très difficile de visualiser. Et donc, c'est là qu'il faut tâtonner pour trouver les bons paramètres. Voilà, voilà. Alors, tout ce que je viens de dire là, on peut le trouver ici, sauf que ce n'est pas en Python déjà. Et j'avais généré d'autres types de données. Hein, vous verrez ici, hein, voilà. Voilà, il y a différents. Donc, j'avais parlé des classifieurs linéaires, de la problématique des classifieurs linéaires.
Voilà. Là, ça avait utilisé un autre exemple et j'avais rajouté du bruit. Hein, là, en fait, j'ai mis du bruit aussi ici, hein, vous avez vu, et il y a un seul bruit, c'est ce point magenta qui est passé à gauche ici, hein, enfin parmi les bleus. Voilà. Donc voilà, j'ai mis une bruit sur la classe. Hein. Voilà. Là, j'ai mis encore plus compliqué. Hein. Déjà, c'est pas du tout les mêmes dispersions, voilà, c'est pas les mêmes effectifs également, et le bruit, il est méchant ici. Voilà. Et donc, je montre les différentes frontières qui est fournie par les différents algorithmes, Naive Bayes. Voilà, j'avais fait toute la série, j'avais fait sous R. Alors, ça me permet de bien voir les choses. Et ensuite, j'ai utilisé avec d'autres logiciels libres. Voilà, avec... moi, j'avais fait beaucoup de choses, en fait. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, je m'arrête là. Mais donc, la leçon qu'il faut tirer, c'est que une fois qu'on a choisi, même si on a choisi un système de représentation, l'affaire n'est pas finie. Il y a après le choix de l'algorithme d'apprentissage qui est défini en fait par deux éléments. Quel critère optimiser et comment on optimise ce critère-là. Quel algorithme d'optimisation utiliser pour optimiser le fameux critère en question. Et c'est là qu'on a les différentes méthodes, voilà, qu'on a vu aujourd'hui, analyse discriminante linéaire, régression statistique et les SVM linéaires, avec un système de paramétrage qu'on a changé en cours de route. Très bien, je m'arrête là et très bon travail à tous.